On a voté la création d'un État en 48. C'est absolument pas pour le diluer dans un État binational. La solution à deux États, c'est exactement le moyen par lequel a lieu le nettoyage ethnique. Et ça me fatigue. Le PS Faut pas est dire des l'héritier conneries. d'une tradition colonialiste de gauche. Reconquête, pour moi, est effrayant. L'Europe s'affirme de plus en plus comme un projet nationaliste, en effet. C'est du racisme pur. C'est la négrophobie pure et simple. C'est très pénible à entendre. C'est extrêmement toxique, en fait. Salut à toutes et à tous, vous êtes sur le Média et vous nous regardez sur le canal 350 de la Freebox, sur notre site internet ou sur notre chaîne YouTube. Dans quelques secondes, vous regarderez Sans langue de Goua, le débat hebdomadaire qui met Françoise de Goua, journaliste, chroniqueuse pour plusieurs médias, ancienne conseillère politique qui se considère comme rose vif, face à un contradictoire. Et aujourd'hui, elle est face à Julien Terry, l'historien maison du média. Au sommaire, les grands sujets internationaux, la Palestine et l'Ukraine, vont-ils être les sujets phares de la campagne en vue des Européennes, en tout cas en ce qui concerne l'Hexagone? Entre les postures martiales d'Emmanuel Macron, sincère ou opportuniste au sujet de l'Ukraine, et les fractures à gauche au sujet de la Palestine, l'extrême droite identitaire trace quant à elle son sillon belliqueux autour de Marion Maréchal et d'Éric Zemmour. Et une des victimes de cette offensive, c'est la chanteuse Aya Nakamura, érigée en symbole culturel du grand remplacement. Salut Françoise. Salut Théo. Salut Julien. Salut. Salut Julien. Salut. Emmanuel Macron se voit-il très sérieusement en chef de guerre sans peur et sans reproche, qui brise les tabous, notamment sur l'envoi de troupes européennes pour défendre pied à pied l'Ukraine face à la Russie? En tout cas, après sa sortie polémique de fin février dernier, il a reçu les chefs de partis politiques à l'Élysée pour évoquer le sujet. Tous les chefs de parti ont répondu présent. À la sortie de leur rendez-vous à l'Élysée, un point d'accord général, le soutien de la France à l'Ukraine. Mais le consensus s'arrête là. Écoutez, moi je suis arrivé inquiet et je suis ressorti plus inquiet encore. Emmanuel Macron a affirmé qu'il n'y avait aucune limite, aucune ligne rouge dans le soutien à l'Ukraine. Je pense qu'il doit y avoir des limites quand l'un des principaux belligérants de ce conflit est une puissance nucléaire. Alors j'entends que maintenant Emmanuel Macron n'a pas de limite non plus. Je ne sais pas si c'est de nature à me rassurer en vrai, très sincèrement, parce que à ce petit jeu de l'escalade entre des pays qui ont l'arme nucléaire, ça peut aller très loin. La discussion a duré 2 heures, des échanges directs, sans collaborateur ni téléphone. Alors, est-ce qu'Emmanuel Macron a le syndrome du nouveau converti sur le dossier ukrainien, parce qu'il a quand même un peu bougé, ou il essaye juste de créer un clivage pro-Poutine contre démocrates pour gagner à peu de frais un positionnement international prestigieux, Françoise? Je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça. Je pense qu'il y a, comme toujours chez Emmanuel Macron, de l'opportunisme politique pur, du cynisme. En gros, le débat et tout le débat actuel consiste à renvoyer le Rassemblement national et la France insoumise d'un côté et finalement les autres de l'autre. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas simplement le Rassemblement national, c'est aussi la France insoumise pour des raisons notamment d'adhésion de l'Ukraine à l'Europe. On sait que LFI est opposé, le Parti communiste aussi d'ailleurs, et évidemment le Rassemblement national. Donc il y a un côté très opportuniste, bien sûr, électoral. Après, je me pose quand même une question quasiment existentielle. J'ai lu dans Marianne la semaine dernière un papier très intéressant sur l'état-major français qui fait en gros l'état des lieux de ce qui se passe en Ukraine et l'état des lieux du front. En réalité, on est au bord de l'effondrement du front ukrainien, littéralement. Je regardais la proportion dans le Donbass, quand les Ukrainiens tirent 1 obus, les Russes tirent 9 obus. Voilà. Donc on a un questionnement au-delà des postures et au-delà de la politique et au-delà de l'électoralisme et au-delà des familles politiques. Je me pose moi cette question et peut-être nous la posons tous. Que faisons-nous si l'Ukraine s'effondre? Que dirons-nous si l'Ukraine s'effondre? C'est un vrai sujet. C'est un vrai questionnement. Un journaliste là du Boston Globe disait son titre de papier était formidable. What's on Putin's mind? Qui sait
ce qu'il y a dans l'esprit de Poutine. Tous les gens qui sont capables de m'affirmer aujourd'hui que Vladimir Poutine s'arrêtera là, qu'il n'a pas les moyens de faire autrement, ou ceux qui m'annoncent dans le même temps, mais vous verrez, Vladimir Poutine va attaquer la Moldavie par le biais de cette petite Transnistrie dont personne ne parle, mais qui est un lieu ô combien important. D'ailleurs, depuis toujours dans l'histoire de l'Empire russe, est-ce qu'il va aller vers les pays baltes? Je regarde les papiers, je lis les papiers sur les attaques quotidiennes. Nous les ignorons parce que nous ne les voyons pas. Mais en Suède, par exemple, tous les jours, la Suède est attaquée par ce que les Russes appellent et ce que nous appelons désormais la guerre hybride. Les institutions, les hôpitaux, idem pour l'Estonie. Donc, nous ne le voyons pas, il n'y a pas d'enjeu, ça n'arrive pas en France, peut-être d'ailleurs que c'est contré, en tout cas, ce n'est pas le cas en Espagne, ce n'est pas le cas en Italie. Je me dis, qui est capable aujourd'hui de m'expliquer que Vladimir Poutine s'arrêtera là et qui est capable de m'expliquer qu'il ne s'arrêtera pas là? Personne n'est capable de l'expliquer. En revanche, je pense, moi, que nous sommes dans une situation extrêmement dangereuse. Je n'ai pas envie de brandir en permanence comme une idiote « je veux la paix, je veux la paix, je veux la paix, je veux la paix ». Ça ne m'intéresse pas. Pas plus que je ne veux brandir comme une andouille « je veux la guerre, je veux la guerre, je veux la guerre ». Je ne suis pas satisfaite du positionnement politique, pas plus d'Emmanuel Macron que évidemment de Jean-Luc Mélenchon ou de Fabien Roussel, ou même de Raphaël Guzman, parce que, bon, l'économie de guerre, je comprends bien ce qu'il veut dire, c'est-à-dire qu'il faut qu'on se mette à travailler. C'est vrai que je regardais les chiffres, par exemple, de la fabrication de munitions. Il n'y a que les forges de Tarbes qui, aujourd'hui, peuvent fabriquer. Bon, elles fabriquent 6 000 obus par mois. Donc, bon, économique, tous ces mots sont effrayants, mais je refuse d'avoir un pacifisme béat. Mais je refuse d'avoir un va-t-en-guérisme, comment dirais-je, pavlovien. Voilà. Et rien dans le discours de la France insoumise, qui est vraiment leader là-dessus, rien dans le discours des Républicains, rien dans le discours d'Emmanuel Macron ne me satisfait parce que j'en ai marre d'essayer d'enlever les écorces et les épluchures de tout l'opportunisme politique. J'ai des questions existentielles. Qu'est-ce que je fais, moi, Françoise de Gois? Qu'est-ce que je dis si le front ukrainien tombe? Et il est entre vous, moi, le coin de la table, il est à 2 doigts de tomber, si on en croit les rapports d'état-major. Voilà. Est-ce que Emmanuel Macron joue long, un coup, voilà. Julien, où il est quand même pénétré de la force de l'histoire? Est-ce qu'il joue au chef de guerre pour des raisons électoralistes, à ton avis? Oui, bien sûr, mais je pense qu'il faut vraiment distinguer entre la question ukrainienne elle-même, d'une part, et d'autre part, ce qui en est fait dans le jeu politique Ici, on parle français. des conséquences politiques. Tout à fait, bien sûr. En France. Oui, ce qui en est fait dans le jeu politique français. La question de l'impérialisme russe, la question de l'impérialisme atlantiste en face, elle se pose, elle est en plein cœur de ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est en fonction de cette problématique-là qu'il faut raisonner pour savoir où nous situer, nous, comme Européens et comme Français, dans cette affaire. Est-ce qu'il faut ou pas s'engager à corps perdu d'un côté ou de l'autre? Côté Poutine, ça paraît de toute façon exclu. Voilà, donc il y a cette affaire-là. Essayer de comprendre ce que fait Poutine, quelle logique historique il y a derrière, quelle logique politique internationale, géopolitique est à l'œuvre en Ukraine. La question de l'effondrement ukrainien, elle pose directement la question du soutien donc, à la résistance ukrainienne. Je pense qu'elle est posée militairement en permanence par ceux qui décident du soutien militaire ou pas côté atlantiste. Non, c'est un vrai sujet. Est-ce qu'elle est concrètement posée sur le front? Oui, à mon avis, elle est concrètement posée. C'est un vrai sujet. Voilà. Il y a cette affaire-là. Mais la façon dont on en parle aujourd'hui en France, et dont Macron s'efforce de mettre ça au cœur de la campagne, de la discussion politique pour les prochaines échéances, qui sont elles-mêmes préparatoires évidemment à la présidentielle, c'est tout autre chose. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est la seule ressource à Emmanuel Macron pour occuper une place significative et en quelque sorte maintenir sa position de leadership. Père de la nation, protecteur, grand projet, alors que très précisément, de manière conjoncturelle, son affaire, c'est de ne pas se faire prendre trop de voix par Glucksmann. Aujourd'hui, dans l'offre politique, les gens qui sont des macronistes, disons, qui sont des néolibéraux, mais progressistes au plan des mœurs, au plan sociétal,
et puis qui sont inquiets sur la question ukrainienne, qui sont très sensibles à cette affaire-là, ils n'ont aucune raison de voter Macron, et ça fait beaucoup de monde. Ils vont plutôt voter Glucksmann. Le PS a fait un coup de maître de ce point de vue-là, en termes purement électoralistes, en mettant Glucksmann à sa tête, parce que Glucksmann, c'est la sociologie d'une grosse partie de l'électorat macroniste, et c'est un énorme problème pour Macron. Il est beaucoup plus radical. Évidemment, il est dans la lignée néoconservatrice, atlantiste mais de son père. Radical, d'ailleurs, il est beaucoup plus radical sur socialement. Mais socialement, il n'a rien à voir avec le néolibéralisme. Mais jamais de la vie. Évidemment, il a compris que récemment, comme il est suivi par le PS, sérieux, il faut regarder qu'il se tous ses votes. recentre. Mais il a toujours dit, tu regardes un petit peu son passé, il a été sarkozyste, il a expliqué que les retraites, franchement, s'en inquiéter quand on est jeune, c'est un peu aberrant, ce qui est un discours de grand bourgeois. Oui, François. Voilà. Je te parle, moi, Julien. Il n'y a pas de faire croire qu'il est de gauche. Bon, moi, je te parle de tous ces votes et de l'ensemble de ces votes au Parlement et de la délégation PS, pas du SCE. Enfin, c'est des votes 100% de gauche. Tout le monde, ils ont tous voté ensemble avec LFI à 80%. Mais bien sûr que si. Moi, j'ai le nez dessus toute la journée. Glucksmann n'est pas crédible pour défendre une politique de gauche et de rupture avec le néolibéralisme. D'abord parce que Glucksmann mettra toujours en avant, en premier, comme Jadot, comme le PS, l'Europe plutôt que les mesures sociales. Et si faire une politique sociale, ça implique de rompre avec l'Europe, on ne rompra pas avec l'Europe et on abandonnera la politique sociale. C'est la position de Glucksmann. Mais il est dans la lignée du PS. Mais il est dans la lignée, effectivement. C'est un europhile convaincu. Oui, bien sûr. Rien à voir. Justement, à la fois europhile convaincu pour reparler, et promouvoir une politique de gauche. Pour reparler de Renaissance, Valérie Ayé. Elle n'est pas très connue, la tête de liste de Renaissance. Sa campagne ne suscite pas beaucoup d'enthousiasme, y compris dans les cercles macronistes. Hier, Daladier et Chamberlain. Aujourd'hui, Le Pen et Orban. Les mêmes mots, les mêmes arguments, les mêmes débats. Nous sommes à Munich en 1938. Ce qui est grotesque, ce qui est complètement aberrant. Ouais. Je vais me laisser parler l'historien parce qu'il va être bien plus précis que moi, mais vous savez, honnêtement, d'abord, il faut arrêter avec Munich. Munich, cet argument, je l'entends. Vous savez, il a été utilisé pour la guerre en Irak. J'ai le souvenir de gens qui s'insultaient et se traitaient de Munichois. Vous êtes un Munichois, parce que, etc. Je rappelle juste factuellement Daladier et Le Pen. Vraiment, Édouard Daladier est tout sauf un homme d'extrême droite. Bon, c'est la fameuse anecdote qui est revenue à ce moment-là, mais qu'on connaît tous. On a tous appris ça lors de nos études. Daladier est si peu convaincu de Munich, il signe à contre-cœur, et quand il rentre et que tout le monde jette ses chapeaux en disant on a sauvé la paix, il regarde son chef de cabinet, il lui dit allez con s'il savait. Voilà, on sent bien que quel que soit le niveau de lâcheté ou pas, ou de réelle politique de Daladier, comparer déjà Daladier à Marine Le Pen et alors Orban à Chamberlain, voilà. Je suis un peu fatigué, si vous voulez. Mais pourquoi elle le fait? C'est mon langage. François, c'est de la com. Choqué pour plaire, peut-être. Mais c'est une tragédie de la peur pour resserrer autour du patron Emmanuel Macron. C'est la stratégie de la C'est de la com. C'est la stratégie de la peur. Mais en gros, en plus de ça, c'est simple. C'est le Rassemblement national. C'est Poutine. Si vous votez Rassemblement national, vous êtes soumis à Poutine. Voilà, c'est ça le message, c'est simple. Poutine égale Hitler. Aujourd'hui, Paris égale Munich. Voilà. Bon, donc les gens sont quand même pas des idiots, mais c'est des formules qui sont assez violentes quand même. Alors Julien, est-ce que le parallèle historique, est-ce qu'il est pertinent? Non, il n'a absolument aucune pertinence. Enfin, on dit vous êtes munichois à tous ceux qui ne veulent pas s'engager dans une politique agressive militaire dans toutes les situations, sans se soucier du rapport en réalité avec ce qu'ont été les discussions de Munich, les accords de Munich. C'est quoi la différence aujourd'hui? Rien n'est comparable. Absolument rien n'est comparable. Les projets de Poutine n'ont rien à voir avec ceux de Hitler. Poutine, il vient de l'impérialisme grand russe. On peut le rapporter éventuellement à une forme de fascisme grand russe, mais ça n'a absolument rien à voir avec le nazisme. D'autre part, ces accords qui sont pris à ce moment-là pour obtenir la paix, ils interviennent après une vingtaine d'années de montée en Allemagne d'un régime, donc qui est le régime nazi, qui est la conséquence de ce qui est infligé à l'Allemagne en 1919 au traité de Versailles. Donc le vrai problème, c'est le traité de Versailles et la manière dont, sans aucun discernement, on écrase l'Allemagne en lui imposant de payer des dettes qu'elle ne peut pas payer, on l'humilie de toutes sortes de manières. On lui arrache ses colonies. Entre autres, c'est ça que je parle français. Le Cameroun notamment et le Togo.
parler de Munich aujourd'hui pour comparer avec la situation en Ukraine, ça n'a aucun sens. On peut dire pour les gens qui nous écoutent, c'est parce qu'on parle des Sudètes. En réalité, voilà, c'est-à-dire que en réalité, Hitler répond aux faux appels des minorités sudètes. Oui, il annexe une partie de l'actuelle Tchéquie. Comme évidemment, Poutine répond à l'appel des minorités russes du Donbass. C'est ça, mais c'est un parallèle complètement toxique. Oui, moi, je pense que c'est toxique. toxique. On peut aussi faire le parallèle, et c'est fait en disant... on peut aussi faire le parallèle avec ce qui se passe en août 14 en Autriche-Hongrie et dire attention parce que ça peut déclencher un conflit généralisé avec le jeu des alliances. Et si on se met justement à installer un système d'alliance avec des entrées en guerre qui se déclenchent automatiquement, c'est comme ça qu'à partir d'un problème localisé, on en arrive à une déflagration d'ensemble. Sachant que de notre côté, entre guillemets, il y a l'Alliance Atlantique Nord dont le cœur est les États-Unis. Et les États-Unis n'ont pas leur territoire national qui est en cause. Le champ de bataille entre ces deux camps, en quelque sorte, entre l'impérialisme russe et l'impérialisme anglo-américain, ça sera un terrain où les anglo-américains ne sont pas, les anglais en sont pas loin, mais les américains sont très loin, c'est notre territoire, l'Europe. Et si on croit que les États-Unis viendront à nouveau, que le soldat Ryan viendra à nouveau pour sauver l'Europe, on se trompe. Justement, je pense que c'est parce qu'Emmanuel Macron... Il serait intéressant d'avoir notre point de vue à nous, une politique gaullienne, de prendre en considération non pas les intérêts atlantistes, mais les intérêts européens. Mais je pense justement que c'est la perspective de Donald Trump, le fait que l'Amérique rétropédale qui fait que des personnages comme Emmanuel Macron veulent monter en puissance. C'est pas forcément suivre les États-Unis, mais... je pense que la politique d'Emmanuel Macron est remplacer les États-Unis. Je voulais juste dire que c'est pour ça qu'on ne peut pas, Emmanuel Macron, il y a l'opportunisme, il y a le cynisme, mais il y a aussi, on peut aussi lui faire crédit d'une vraie inquiétude de ce qui se profile aux États-Unis. C'est-à-dire que le désengagement, qu'est-ce qu'il a déclaré l'autre jour, il y a quelque temps, je suis pour que les Russes fracassent les Européens. Donc il y a la provocation, il faut faire attention. Oui. Trump, il y a ce qu'il dit, il y a les mots qu'il prononce et il y a les actes. Vous vous souvenez, il est en campagne, Trump il raconte n'importe quoi. Oui, non, c'est stratégique. C'est la stratégie du fou qui est très très bien expliquée dans un extraordinaire documentaire d'article. Je vous conseille de regarder où la stratégie du fou est parfaitement bien analysée. La stratégie des Sachez que Françoise est une grande joueuse d'échecs. Non, mais c'est une stratégie du fou, du dingo. C'est-à-dire que on énonce des mots véritablement pour complètement désazimuter les adversaires. En réalité, on sait déjà ce qu'on va faire. Il a fait ça très bien avec le leader nord-coréen. Vous vous souvenez, il devait l'écraser avec des bombes. C'était en mode ton zizi est plus petit que le mien, parce qu'on était arrivé quasiment à ça. Et 15 jours après, tout le monde se serrait la main, etc. Donc, mais on peut donner crédit à Emmanuel Macron quand même. C'est pas simplement qu'un robot déshumanisé. On peut lui donner crédit de voir cette peur-là d'un désengagement des États-Unis et d'une Europe qui serait laissée face à la Russie. Si c'était ça sa vraie inquiétude, il se placerait pas comme ça en faucon, en partisan de l'agressivité. Qu'est-ce que vous voulez faire de l'Atlantisme, faire, Julien? Justement, qu'est-ce qu'on fait là, à ce stade-là? Les Européens et la France n'ont aucun intérêt à devenir le champ de bataille d'un affrontement entre l'impérialisme russe et l'impérialisme nord-américain. À ce stade-là des discussions, je te pose la question, mais je n'ai même pas la réponse. Moi, j'en vois pas de corps expéditionnaire. On l'a déjà fait pour le Mali. Je veux dire, c'est quand même pas la fable qui considère que le Rassemblement national essaie de faire croire vraiment à toute la population. On va prendre votre livret A et ça va être la mobilisation générale de la population. Bien sûr que non. On envoie un corps expéditionnaire. Ceci dit, la réalité, c'est que la France est toute petite. C'est 60 000 hommes qui sont mobilisables. C'est rien par rapport aux 900 000 ou millions de Russes. Donc, se pose dans un temps très rapide la question d'une armée européenne. Voilà, on est quand même peut-être plus fort à 27 que tout seul. Ça, c'est le premier point. Mais je pose sérieusement la question. Je n'ai pas moi-même la réponse. Je l'avoue. L'Ukraine s'effondre. Ça n'est pas le... Non, Julien, je n'ai pas envie, moi, de prolégomène. Je veux pas de contorsion, ça m'intéresse pas. J'écoutais Mélenchon le jour, j'écoutais Roussel, Glucksmann, j'ai pas eu le temps de l'écouter, ça me fatigue. On ne répond pas à la question. Le front ukrainien s'écroule. Poutine, heureusement, il n'a pas pu faire la jonction sur la mer Noire, on est d'accord. Mais on va dire que Poutine, par la Transnistrie,
commence à avancer sur la Moldavie. Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça le vrai sujet. C'est ça le sujet. Non, le je ne pense pas que sujet- ce soit le revenons- sujet. Eh ben, C'est pas ça le sujet revenons des à européennes, nous, mais Macron tient absolument, effectivement, que ce Non, soit non, le non, sujet mais des moi, européennes, parce que moi, c'est je le pense domaine que- réservé du Mais je président. pense pas que ça sera un sujet aux Et européennes. il Tu sais peut quoi? Je pense que s'opposer mais- en leader, leader du monde libre, m'en fous de d'une ça. manière qui est assez C'est pas mon irresponsable, en faisant C'est des pas mon mouvements sujet. de menton. c'est pas mon sujet, Toujours ça. évidemment au service de l'atlantisme nord-américain, parce qu'il sait très bien que derrière, c'est ça. Non, mais Et moi, Macron est toujours Julien, du côté du pouvoir toujours financier néolibéral, mais bien et sûr. dominant. Mais voilà. c'est pas ça mon sujet. Mon sujet n'est pas celui-là. Ça, c'est le sien. Mais C'est je son m'en sujet à moque, lui. j'irai jamais voter Emmanuel Macron, on s'en fout. Et puis par ailleurs, je pense que c'est une faute de penser que quelqu'un va voter sur l'Ukraine ou la Palestine. Hein. Vous verrez qu'on terminera ces européennes comme à chaque fois, comme pour la présidentielle. On va voter sur la vie chère, l'écologie, l'immigration, la sécurité. Ukraine, Palestine. Non, la politique extérieure va compter beaucoup. situation, Non, justement, je voudrais bien, mais c'est pas vrai. je voulais vous lancer sur le deuxième sujet. Enfin, le premier sujet bis, on va dire. La situation au Proche-Orient, elle va également résonner manifestement dans la campagne électorale. La désignation de la juriste franco-palestinienne Rima Hassan en 7e position sur la liste France Insoumise a déclenché un concert de protestation à gauche et à droite de l'échiquier politique. Il y a quelques mois, c'est en tant que citoyenne que j'avais rejoint l'ensemble de ces mobilisations. Aujourd'hui, je me réjouis de les poursuivre aux côtés d'une famille politique, d'un mouvement politique, et celui de la France Insoumise. Mouvement qui n'a eu de cesse de rappeler la nécessité de se référer au droit international pour appeler à un cessez-le-feu et pour une paix durable entre Israéliens et Palestiniens. Je pense que peut faire la France Insoumise de plus exécrable en envoyant une représentante d'une idée que le Hamas, au fond, est un mouvement de libération de la Palestine, n'est pas un mouvement terroriste. Le Hamas est un mouvement terroriste qu'il nous faut combattre. Elle est la représentante du Hamas ? Je ne sais pas si elle est la représentante, en tout cas elle est la représentante des idées, au fond, que véhicule le Hamas. Elle porte un projet qui n'est vraiment pas du tout le nôtre, et qui n'est pas porteur, en tout cas, d'une solution politique et de paix, respectueux des deux États, des deux peuples qui doivent pouvoir coexister ensemble. Alors, Françoise, comment expliquer cette campagne de rage contre une des rares franco-palestiniennes à avoir une place sur la scène politique et médiatique? La franco-palestinienne qui avait une place, c'était Laïla Chaïd. Moi, c'est pas la première. Elle était représentante de la Palestine. C'était très puissant. Moi, j'ai le souvenir d'avoir reçu plein de fois à France Inter Laïla Chaïd. C'était très intéressant. Et puis, elle avait surtout une pensée normale. C'est-à-dire qu'elle était dans un vrai combat quand Israël déconnait complètement, mais elle était quand même sur l'idée de deux États. Pourquoi est-ce que Rima Hassan, ça provoque ça? Parce que chacun prend qui il veut sur sa liste, c'est pas le problème, mais les rares sociodémocrates qui pouvaient encore se raccrocher évidemment à Mélenchon vont fuir. Rima Hassan, malgré tout le respect qu'on doit à son combat, c'est quelqu'un qui est sur l'idée d'un État binational, autrement dit, c'est terminé avec Israël, et puis c'est surtout quelqu'un qui estime que les actions du Hamas, même si elle a fait cette déclaration avant, elle a un comportement, elle n'a jamais considéré que le Hamas était terroriste. Donc c'est un souci. Je comprends bien que la France Insoumise doit continuer dans ce sillon qu'ils ont tracé, mais je le dis, et je prends déjà les paris avec Julien et avec toi, Théo, je suis absolument persuadé qu'il n'y a aucun convertisseur d'opinion, ni sur l'Ukraine, ni sur la Palestine. Vous verrez, on en parle beaucoup, mais vous verrez qu'à la fin, les gens voteront le jour du vote. Ils voteront pas parce qu'il y a Rima Hassan ou pas parce qu'il n'y a pas Rima Hassan. Ils vont pas punir Mélenchon ou ils vont pas partir sur la liste de Manon Brice, super, il y a Rima Hassan. Pas plus qu'ils ne vont aller vers Macron, super, le chef nous protège, ou pas plus qu'ils n'iront ils iront pas chez Bardella pour l'Ukraine. Ils iront pas chez Mélenchon parce que oh là là, ce type est pour la paix. Ça ne comptera pas le jour du vote, ça j'en suis sûr. Mais pour revenir à Rima Hassan, est-ce que être pour un État binational, c'est absolument quelque chose de... Est-ce que c'est violent un tabou? Parce que dans la question des deux États, elle date d'Oslo. Et peut-être que... Non, elle date d'abord, les deux États datent d'Oslo, mais l'État d'Israël, il sort d'un vote de l'ONU, de la communauté internationale. Non, mais ce que je veux dire, l'organisation en deux États n'est pas... C'est très bien, vous savez très bien que faire
un État binational, c'est évidemment la disparition d'Israël. Donc, avant de s'asseoir, je connais toutes les théories de Rima Hassan sur oui, mais il n'y avait pas autant de pays à l'ONU, et puis tout le monde, je connais toutes ces conneries, parce que pour moi, c'est pas des conneries, parce que le Sud n'a pas voté ça. C'est une minorité de pays qui a voté ça, mais c'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. Moi, je ne veux pas rentrer dans l'histoire. Je ne suis pas là pour remettre en cause la légitimité. Il y a un État. On a voté la création d'un État en 48. Cet État existe. C'est absolument pas pour le diluer dans un État binational. Moi, je suis pour les deux États, pas à la façon des faucons israéliens en disant oui, leur deuxième État, ils l'ont, c'est la Jordanie. C'est hors de question de ça. Je suis pour deux États avec une viabilité et politique et économique, y compris, et bien sûr, surtout pour les Palestiniens, la capacité à vivre, à faire du business, parce que c'est très important et que quand ça fonctionne, et ben ça fonctionne merveilleusement bien. Moi, vous avez vu, les Arabes israéliens n'ont pas beaucoup bougé, non pas parce qu'ils ont peur, mais parce qu'en réalité... Bon, ils ont aussi peur. Non, mais c'est pas que ça. Mais au contraire, et pour les raisons même d'ailleurs qui sont avancées par Françoise de Gouaix. Moi, je me félicite que Rima Hassan, avec effectivement ce projet politique dont elle est porteuse et qui est le seul projet de paix, à mon sens, d'un État unique qui ne soit pas effectivement l'État d'Israël et qui ne soit pas non plus un État musulman ou marqué par une préférence ethnico-religieuse, comme l'est actuellement Israël, c'est la seule solution politique. Et la solution à deux États dont on n'arrête pas d'invoquer, disons comme ça, le spectre qui n'arrive jamais, c'est exactement le moyen par lequel a lieu le nettoyage ethnique depuis les années 50. Moi, je nettoyage refuse ethnique qui est rentré nettoyage aujourd'hui ethnique, dans une nouvelle phase avec cette nouvelle Narba. C'est plus de 30 000 morts, c'est 2 millions de Palestiniens qui sont repoussés vers le sud de la bande de Gaza. C'est précisément à ça que mène l'étendard des deux États. Ce n'est absolument pas une solution politique viable. Un État de dire que est depuis toujours 1950, il y a du nettoyage ethnique. Bien sûr, depuis 1948. Qui c'est qui lance la guerre? Depuis 1948. Depuis les guerres arabes, qui c'est qui les lance, les guerres arabes? 1948, il y a un processus de Julien, nettoyage vous n'avez pas le droit d'être un historien comme ça. Vous n'avez pas le droit d'être un historien comme ça. 1948, qui déclenche la guerre? Mais qui déclenche la guerre? Je me réjouis beaucoup qu'effectivement la France insoumise prenne cette responsabilité historique extrêmement courageuse qui consiste à mettre sur sa liste une Française née, si je ne me trompe pas, dans un camp de réfugiés syriens, qui défend ce qui est la seule solution viable de justice, à savoir effectivement la création d'un État multiethnique. Je vous renvoie à ce que disent d'ailleurs un très grand nombre de juifs, à commencer par Eyal Sivan, à commencer par Michel Sibony. Je vous renvoie aux travaux d'Enzo Traverso. Le sionisme n'absorbe pas. On peut être juif sans être sioniste. D'ailleurs, la majorité des juifs étaient antisionistes avant la Shoah, avant l'Holocauste. Et la seule solution digne, c'est celle de l'État unique. Avoir deux États. C'est fini, ce qu'on nous... Là, c'est bon, ça fait exactement un minimum de respect pour le point de vue adverse. Je t'ai laissé exposer ton point de vue. Tu me laisses finir d'exposer les miens. D'accord, mais je sais bien. Non, mais il faut pas. Je sais bien. La vérité des faits est telle qu'il faut empêcher les gens de parler parce que si on la met en avant, la situation est indéfendable. Est-ce que tu crois que quelqu'un peut t'empêcher de parler ici dans le média? Je termine sur cette question des deux États. Elle est agitée donc depuis des décennies. On sait très bien que la vocation d'un État, c'est toujours d'exercer une souveraineté et d'essayer de l'étendre. Donc, deux États qui cohabitent sur un même territoire qui se sont disputés, ça implique en fait un rapport de force qui sera permanent. Un état de guerre froide quand ça ne sera pas de la guerre chaude, et ça implique que chacun de ces deux États, en réalité, ira chercher des ressources géopolitiques, des soutiens extérieurs, ce qui est déjà le cas. On sait très bien qu'en gros, Israël est un peu le 51e État des États-Unis, et que derrière, il y a le soutien. Tu enlèves le soutien états-unien à Israël, au bout de quelques jours, il n'y a plus de munitions. Oui, des États-Unis. Tu enlèves le soutien, bon, on le sait très bien. Il n'y a plus de munitions pour bombarder Gaza. C'est pas bien. Je ne sais pas si c'est bien ou c'est pas bien, mais de fait, c'est au plan géopolitique un État vassal des États-Unis. Si tu mets un deuxième État en face, il faudra, pour qu'il existe, ce qui n'est pas le cas, et ce qui en fait n'est pas le cas, tu me laisses finir. Si tu mets un État en face, il faudra qu'il soit soutenu par un autre impérialisme. Revenons à la politique française. La situation des deux États, c'est l'argument du prétendu sionisme de gauche et du progressisme qui est une caution de ce que fait Israël aujourd'hui. Je pense que la caution est incapable d'empêcher Israël de faire ce que fait Israël aujourd'hui. C'est terrible d'être une telle caution de tout ce qui détruit. C'est toi le comportement de l'État d'Israël. Et c'est ce que fait
essayons sionisme de de prendre gauche. un peu Je de cautionne distance. le- La Palestine sera un sujet de la présidentielle américaine et elle pourrait précipiter Joe Biden dans la défaite parce que là, c'est autre chose, c'est un autre endroit. Il n'y a pas les fractures qu'on peut voir en France, mais je veux dire, au-delà donc, de notre misérable pays, cette question elle cristallise et le Parti socialiste en France semble s'inquiéter du même syndrome. Hein. C'est en tout cas ce qui ressort des propos de mise au point de sa porte-parole Emma Rafovitz. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes présentes et présents avec les militants socialistes, aujourd'hui place de la République, pour manifester pour un cessez-le-feu immédiat à Gaza et pour la libération des otages. Aujourd'hui, l'Union européenne doit faire plus. Il faut absolument suspendre l'accord d'association qui existe entre l'Union européenne et Israël, notamment en raison du respect des droits humains. Si nous sommes ici, c'est parce que nous sommes humanistes, parce que nous sommes européens, internationalistes et républicains. Personne ne nous fera taire, nous continuerons jusqu'au bout. Nous sommes aux côtés de nos camarades israéliens et palestiniens. Nous nous battrons pour la paix jusqu'au bout. Forcément, les rivaux à gauche pointent du doigt le fait que ce discours d'Emma Rafovitz soit contradictoire avec les votes de Raphaël Glucksmann, notamment sur l'accord d'association UE-Israël. Et on peut justement, parce que c'est Raphaël Glucksmann qui est la tête de liste, mais le fait qu'Emma Rafovitz doive rappeler les fondamentaux un peu du PS là-dessus, ça montre quand même qu'il y a la crainte disons, d'un phénomène américain, c'est-à-dire une fatigue électorale D'abord, il n'y a aucune crainte, je pense, du côté de l'électorat socialiste. Jean-Luc Mélenchon, de toute façon, ne dépassera pas 7%. Voilà. Et s'il fait 6 et 7, ce sera formidable. C'est pas parce qu'il y a Rima Hassan ou l'Ukraine. Il y a quelque chose qui est structurel aussi à la France insoumise. Voilà, c'est pas une élection pour les européennes, c'est pas pour eux. Donc ils essaient de compenser avec les questions internationales, ça marchera pas. Il y a pas d'angoisse électorale. La social-démocratie, elle veut pas voter sur une liste où il y a Rima Hassan. Même la social. Emma Rafovitz, je vous dis, je connais aussi bien mieux l'opinion et la social-démocratie certainement que toi, Julien. Est-ce que c'est de la social-démocratie? Est-ce que c'est social et est-ce que c'est démocratique? C'est social et démocrate. LFI n'a pas l'apanage de la vraie gauche. Juste, je veux dire ça. Emma Rafovitz, pourquoi est-ce qu'elle fait cette mise au point? Parce qu'Emma Rafovitz, depuis un mois, je sais parce que je la connais très bien, Emma Rafovitz, elle est harcelée, d'ailleurs, elle va porter plainte, et nommément, je pense, elle est harcelée. C'est des milliers de messages de la France insoumise, les mêmes types de messages que moi j'ai subis quand j'étais aux médias. Non, pas des lecteurs, de militants on les connaît par cœur, avec la tortue, parce qu'elle a le malheur d'être la nièce d'Olivier Rafovitz, le porte-parole de Tsahal. Depuis un mois, les trolls de LFI, et c'est ça, parce que c'est ça dont il s'agit, on a tout remonté, c'est exactement comme moi quand je m'étais fait troller ici parce que j'étais ici et que tous les trolls, on est monté à 850 000 messages sur moi. Okay, tu n'es pas la nièce d'un général de Tsahal. Non, mais parce que j'avais le tort de critiquer Mélenchon et Obono et sur leur non-dénonciation du 7 octobre. Emma Rafovitz se fait harceler matin, midi et soir par les trolls de la France insoumise, parce qu'elle est la nièce d'Olivier Rafovitz. Pourquoi est-ce qu'elle fait cette mise au point qui correspond à ce qu'elle pense depuis toujours? Est-ce que vous vous rendez compte les méthodes? Est-ce que vous vous rendez compte les méthodes politiques? C'est complètement personnel. Mais moi, j'ai tous les screenshots. Et Emma Rafovitz, je la connais très bien. Et je dis, mais moi, je t'encourage à porter plainte. Et nommément, porte plainte directement, nommément. Parce que on ne peut pas, à gauche, se traiter comme ça. C'est pas possible. Ces trolls, ils n'arrivent pas par hasard. Ils sont pilotés. Il y a maintenant, des photos de Raphaël Glucksmann quasiment en uniforme de Tsahal qui circulent dans les quartiers. Vous nous prenez pour... Ouais, on prend les gens pour des lapins pour des perdreaux de l'année. Évidemment que c'est une offensive politique, mais on ne peut pas faire de la politique comme ça. C'est pas possible de faire de la politique comme ça. Cette façon crade de faire de la politique, parce que soi-même on est en forteresse assiégée, on ne peut pas faire ça. Je veux dire, moi, c'est une déception. Déjà, le 7 octobre, c'est un désenchantement total par rapport à Mélenchon, que j'ai toujours soutenu pendant des années. Mais alors, cette façon, depuis le 7 octobre, d'être parti dans une radicalité folle qu'il n'a
n'avait même pas, que la France insoumise n'avait même pas à l'époque du Front de gauche, ils perdent absolument. C'est comme si tu brûlais tous tes vaisseaux. Et bien voilà, moi je suis désolé qu'Emma Rafovitch soit obligée de faire ça. Parce que la vraie raison pour laquelle elle fait ça, c'est le harcèlement en ligne dont elle est victime par les militants de la France insoumise. Mais justement, Françoise parle du harcèlement. Parce qu'elle est harcèlement. nièce d'Olivier Rafovitch. Françoise parle du harcèlement et des liens familiaux d'Emma Rafovitch, mais je voulais vous interroger surtout sur les risques politiques, en fait, de l'image de Raphaël Glucksmann, qui est justement pas très pro-palestinienne, on va dire. Il a été très clair l'autre matin. Il a compris à un moment donné qu'il fallait aussi qu'il parle de ça, alors que c'est pas du tout sa culture, c'est pas du tout ses préoccupations. C'est quelqu'un qui, a priori, est un sympathisant du sionisme. Voilà, il est tout à fait, de ce point de vue-là d'ailleurs, dans la ligne, oui, bien sûr, dans la ligne historique du PS. C'est un nouveau conservateur. Il a commencé sa vie en politique d'ailleurs avec son père à l'époque du soutien à l'intervention en Irak. C'est une logique néoconservatrice. Il n'a jamais été pour la guerre en Irak. Bien sûr que si. Mais Raphaël Glucksmann, il a même créé une ONG. Bien sûr, il s'est occupé en Géorgie notamment, comme vous le savez. Oui, c'est autre chose. Ah ben non, c'est pas autre chose. C'est la ONG, logique atlantiste, néoconservatrice. Et dans ce cadre-là, effectivement, sur les Palestiniens, on peut pas vraiment dire que ce soit aussi important, par exemple, que l'Ukraine. Et donc, au moment où il a pris la tête du PS, qui, même si fondamentalement il possède une identité sioniste historique de très longue date, et colonialiste d'ailleurs, le PS. Même dans cette optique-là, c'était difficile. Mitterrand était sioniste, bien sûr. Même dans cette optique-là, Mitterrand était profondément colonialiste, et Hollande nous explique encore récemment que 30 000 vies de Palestiniens, son meilleur ami, c'était le maire de la Gaza. même chose, mais c'est moins important quand même que les morts du 7 octobre. Le PS est l'héritier d'une tradition colonialiste de gauche. Le PS est responsable de la guerre d'Algérie. Quand Le Pen torture en 57, c'est la SFIO qui est au pouvoir. L'Algérie, c'est la France. C'est une phrase de monsieur François Mitterrand, ministre de ce gouvernement. Mais tu es en train d'expliquer que Vincent Mitterrand est Duclerc a sioniste. encore montré qu'au Rwanda, au début des années 90, Mitterrand a essayé d'introduire les méthodes de l'armée française en Algérie à la fin des années 50. Donc oui, il y a une tradition colonialiste et de soutien à Israël qui est chevillée au corps, historiquement, de la gauche de gouvernement française, du PS. C'est absolument faux. Je poursuis mon raisonnement. Mitterrand est le premier chef d'État à demander prenant la tête à la demande du PS pour des raisons électoralistes de cette liste-là, est obligé de donner un coup de barre quand même, parce qu'à gauche, il y a LFI qui soutient la cause palestinienne, et quand on a une sensibilité de gauche, quand on est soucieux de l'égalité générale, quand on n'est pas dans une logique colonialiste, on se pose quelques questions que Glucksmann au départ ne se pose pas spécialement sur la Palestine. Donc, pour quand même pas s'exposer trop aux attaques, alors qu'il prend la tête de la liste PS, depuis qu'il a pris la tête de cette liste, il a fait quelques déclarations, effectivement, pour dire qu'il y avait un petit problème à tuer des dizaines de milliers de civils gazaouis. Le PS n'est pas clair du tout. Le PS explique tous les jours, Olivier Faure demande l'arrêt. Mais qu'est-ce que le PS explique qu'il y a une spécificité du 7 octobre et que tuer, en gros, parce que ça revient à ça fondamentalement, tuer des colonisateurs, c'est inadmissible. C'est ça fondamentalement. Et donc c'est un pogrom, et donc c'est terroriste. Il y a 2,5 millions de personnes qui sont dans un camp de regroupement, qui sont martyrisées au quotidien. Je pense que c'est un acte terroriste qui répond aux actes terroristes de l'État d'Israël, de l'appareil d'État d'Israël, depuis très longtemps. Lis un peu Ilan Pappé. Mais je connais Ilan Pappé. Quel village palestinien il y avait dans les endroits où se trouvent les kibboutz qui ont été attaqués le 7 octobre. D'un côté, il y a des gens comme toi ou le PS qui disent qu'il y a une spécificité antisémite de l'attaque du 7 octobre. De l'autre, il y a des gens qui disent que c'est une résistance de 2 millions de personnes qui sont parquées dans une bande de terre. 2 millions, je ne le justifie pas. Je constate de quoi il s'agit. Je ne le justifie pas, contrairement à ceux qui justifient les massacres de civils. Bien sûr, il faut le garder. Je ne le justifie pas. Et je ne justifie pas non plus, bien sûr, que des colonisés se défendent. C'est inacceptable. Et c'est pas nouveau ce qui s'est passé le 7 octobre. Je veux que tu gardes le fait que je ne peux pas accepter ce que notre camarade a dit. On n'avait pas de doute là-dessus de toute façon, mais il faut le garder en effet. Il faut le garder en effet. Mais c'est une falsification de l'histoire profonde que de dire qu'il y a une spécificité de type pogrom et antisémite dans l'attaque du 7 octobre. Ben voilà. Il faut le garder. Passons, tu considères que c'est honteux. Évoluons dans ce débat. Et par ailleurs, je pense que le PS est parfaitement clair sur Gaza depuis le 7 octobre. Passons désormais à l'extrême droite de l'échiquier politique.
parce que cette émission était censée évoquer les conséquences en France du fracas du monde dans la campagne européenne. Mais le fracas du monde s'était invité sur ce plateau. Non, mais ça posera rien. Passons désormais à l'extrême droite de l'échiquier politique. Marion Maréchal, tête de liste Reconquête, a fait son grand meeting d'ouverture de campagne avec en guest star Éric Zemmour qui assume une ligne absolument raciste, et je le cite, dit-il, « L'Europe n'est pas un pays, l'Europe n'est pas un peuple ni une nation, mais c'est bien une seule et même civilisation. » Peuvent-ils, avec cet angle, est-ce que Reconquête peut faire de l'ombre au Rassemblement national? Non. Reconquête ne peut pas faire de l'ombre au Rassemblement national. La force, si tu veux, d'entraînement du RN, elle est trop forte à ce stade-là. Non, ce que va faire le RN, ce que va faire Reconquête, c'est tenter de croquer les Républicains. Le seul objectif aujourd'hui de Zemmour, c'est d'avaler François-Xavier Bellamy, qui reste une personnalité très philosophe. C'est vrai qu'il fait un peu décaler François Bellamy dans cette campagne. Il faisait déjà décaler en 2019. Là, il est un peu terne, quoi. C'est pas terne, parce qu'il est intéressant. Il est intéressant. C'est un véritable intellectuel, Bellamy, mais je sens que la poudrière, si tu veux, dans laquelle il évolue, bon, ça c'est autre chose. Je m'en fous du sort des Républicains. Mais voilà, je pense que Marion Maréchal et Éric Zemmour visent un seul objectif: ramener un peu de chez Bardella, mais je crois que ça va faire exactement comme à la présidence, mais surtout pouvoir afficher qu'on est devant les Républicains. Si, attention, je pense qu'il y a un vrai enjeu historique là, on s'en rend pas compte, mais peut-être que tu t'en rends compte, ou toi aussi. Là, pour la droite, je crois que ces élections européennes, c'est un enjeu. S'il y a une formation pour laquelle c'est un enjeu, c'est pour la droite. Si le 9 juin, les Républicains se retrouvent même à un demi-point, ou devant ou derrière Marion Maréchal, plutôt derrière, là, il y a un sujet. Ça veut dire que, au fond, Macron a réussi à absorber un espèce de machin dans un grand tout qu'on va appeler le bloc central, qui est central comme je suis archevêque. Voilà. Oui, je pense qu'il y a déjà le score de Pécresse à la présidentielle. Voilà. Il y a une clientèle, bien sûr. Il y a une clientèle, de toute façon, pour Zemmour et Marie. Moi, je suis une femme sérieuse, comme Julien d'ailleurs. J'ai passé un dimanche terrible. Je me suis cogné les deux discours. J'ai écouté. Voilà, c'est obsessionnel sur la submersion migratoire, c'est obsessionnel sur l'islam, c'est obsessionnel vraiment sur l'islam, c'est à chaque instant l'islam. C'est obsessionnel sur les OQTF, c'est très pénible à entendre, c'est extrêmement toxique en fait. C'est ça, comment vous dire, ça abîme la psyché. Moi, au bout de 2 heures, tu vois, il y a quelque chose qui est lourd, mais je vois l'enthousiasme. Bon, les salles sont faites pour être faites justement, mais je sens bien que ça prend quand même dans une partie de la population. Ouais. Ben justement, parce qu'on parle Julien. Mais justement, moi, Julien, ce qui est frappant, c'est que l'extrême droite n'est pas en tant que telle fédéraliste européenne, mais finalement, il y a une autre interprétation de l'Europe, peut-être l'interprétation d'Europe que faisaient d'ailleurs les fascistes et les nazis, une Europe civilisationnelle. Donc finalement, on réenchante l'Europe d'une certaine manière dans une logique d'opposition, dans la logique de la guerre des civilisations, et finalement, l'ambiguïté même du projet européen est là-dedans, c'est-à-dire cette ambiguïté qu'on avait vue, par exemple, en Ukraine, quand il y avait l'Europe entière qui accourait auprès de l'Ukraine, et l'Ukraine, son premier réflexe, c'était de persécuter les Noirs qui s'y trouvaient, et en affirmant leur européanité. Il y a une ambiguïté dans le projet européen qui a été très souvent dénoncé par les anti-européens, mais ce n'était pas cette Europe-là. En revanche, Zemmour et Marion Maréchal vont réconcilier des racistes profonds. Voilà, c'est blanc et chrétien. Voilà. Laissons le cas de la négrophobie en Ukraine ou ailleurs à part, mais l'Europe s'affirme de plus en plus clairement, parce que je pense qu'elle l'est de toute façon dès le départ, comme un projet nationaliste en effet, et il n'est pas très difficile pour l'extrême droite en réalité de se l'approprier dans une logique, comme tu le disais très bien, de choc des civilisations. Nous sommes une seule et même civilisation, héritière de l'Occident médiéval chrétien, l'Europe de
l'Ouest. Et à ce titre, nous sommes solidaires. Et à ce titre, l'extrême droite considère qu'on doit faire bloc. Les Templiers qui sont mis en avant comme figure de lutte contre l'islam par Anders Breivik, le tueur norvégien d'extrême droite, ou plus largement par les militants d'extrême droite français, entre autres, c'était un ordre religieux qui était aux dimensions de l'Europe. Donc de ce point de vue-là, effectivement, il n'y a pas en fait d'incompatibilité quand on voit qu'un membre de Frontex, cette organisation européenne, qui se rend coupable manifestement de comportements illégaux et de crimes contre les migrants, un membre de Frontex, donc cette administration européenne, de notre belle Union européenne et progressiste, vient de démissionner, parce qu'il était peut-être allé un peu loin, il risquait des poursuites, pour devenir candidat sur la liste, je crois, c'est du Front National, c'est pas de RN. C'est pas de Zemmour. C'est pas de Zemmour. Voilà. Donc, par ailleurs, on sait très bien que le RN a complètement fait sortir de son programme le Frexit. Il n'y aura évidemment pas de perspective de sortie du cadre fédéral européen de la part du RN, et même de la part de Zemmour, c'est pas si clair. Je suis d'accord avec ce que dit Julien. Parce que c'est une structure néolibérale. C'est tellement, on arrive à être d'accord, c'est tellement caricatural cette espèce, parce que moi je la résume peut-être un peu brutalement, mais c'est l'Europe blanche et chrétienne. On rajoute du judéo parce qu'il faut faire bien. Mais bon, même les juifs, on ne sait pas trop. C'est l'Europe judéo-chrétienne qui a quand même accouché du génocide des juifs. Je vous signale quand même que Marion Maréchal, parce que vous n'avez pas regardé, moi je me suis imposé cette torture. Vous non, parce que vous êtes malin. Marion Maréchal a terminé son meeting, et là tu vas tomber par terre, avec la chanson de Roland. C'est tout à fait logique. Voilà, c'est tout à fait logique. Première œuvre en langue vernaculaire. À l'époque, on n'écrivait qu'en latin. Mais alors, mais c'est chez moi en plus, la brèche de Roland. Vous voyez, c'est au-dessus de Gavarnie, c'est les Hautes-Pyrénées, c'est chez moi, avec Roland qui saute du corps. Rappelons, c'est l'histoire de Charlemagne. Roland, c'est le neveu de Charlemagne dans les chansons de gestes du Moyen-Âge. C'est absolument exceptionnel, le mythe de Roland. Et vous voyez la brèche dans la montagne, je dis ça pour les gens, au-dessus de Gavarnie. Et voilà, c'est là qu'il est resté, qu'il a sauvé. Donc, on est là dans les méchants sarrasins. En gros, on recommence la folie générale. Mais alors cette folie d'une expédition contre les Sarrasins d'Espagne. Bien sûr. Alors, en réalité, c'est des Basques qui en fait, c'est des Basques qui ont attaqué l'arrière-garde. Il faut quand même le savoir. On va trop dans les détails. Mais c'est un mythe identitaire européen. Effectivement, c'est un mythe identitaire européen. Et Charlemagne, qui est le héros de cette chanson avec Roland, l'oncle Charlemagne est un grand personnage aux yeux de l'Union européenne. Il y a un prix Charlemagne qui est décerné par la ville d'Aix-la-Chapelle tous les ans à une personnalité qui a œuvré pour l'Union européenne. Il a été décerné d'ailleurs Emmanuel Macron, je crois, en 2018. Donc Marion Maréchal, Éric Zemmour essaye de jouer sur cette intersection, on va dire. Sur cette logique nationale civilisationnelle, qui est aux dimensions de l'Europe. Qui est assez effrayante, je vous assure, parce que derrière, il y a quand même un mysticisme, une mythologie d'exclusion totale. Vous savez, la phrase est résumée. Zemmour termine en disant « Nous ne voulons pas de l'Europe des socialistes, nous ne voulons pas de l'Europe des gauchistes, nous ne voulons pas de l'Europe des wokistes, nous ne voulons pas de l'Europe des LGBT, nous voulons... » Alors, bien sûr, moi aussi, je veux l'Europe de Léonard de Vinci, bien sûr. Nous voulons l'Europe de Léonard de Vinci, qui était très probablement homosexuel, bisexuel. Léonard de Vinci, il avait eu un problème. J'adore ma passion, Léonard de Vinci. Je connais bien. Il avait eu un problème. Il a réussi à atteindre un procès, mais je crois qu'il y avait même une petite question d'harcèlement. C'est pas la figure idéale pour lutter contre les LGBT. Michel-Ange aussi d'ailleurs. Non plus. Non plus. Mais voilà, on est dans quelque chose. Et Aristote, n'en parlons pas. Avec Alexandre le Grand, on sait très bien. Précepteur d'Alexandre le Grand. Oui. Précepteur et amoureux un peu d'Alexandre le Grand. Donc nous étions dans cette espèce de chansons de gestes, mythifier ce truc qui est assez effrayant. Moi, j'ai ressenti autant, Bardella me fait presque sourire, autant le cœur du réacteur, vraiment, de la pensée d'extrême droite, véritablement raciste, véritablement, au fond, antisémite, mais qui ne le dit pas et qui a tout à fait masqué son visage. Pour l'instant, c'est vraiment Reconquête. Reconquête, pour moi, est effrayant. Alors, justement, cette ligne puissamment identitaire, c'est celle qui agite les foules qui s'en prennent hystériquement à la chanteuse Aya Nakamura et auquel Zemmour se joint volontiers. Françoise, pourquoi un sujet, au fond, aussi banal que la personne qui va chanter aux Jeux Olympiques suscite un tel déchaînement de haine ? Parce que c'est Aya Nakamura. Alors moi, je vous dire, c'est pas ma came. Alors franchement, j'aime pas trop la musique. Les chansons, les paroles peuvent être vachement bien parce que c'est les paroles de maintenant. Mais je vois le mouvement générationnel. En fait, tout le monde écoute Aya Nakamura. Chez moi, je suppose que chez toi et chez toi aussi. Moi, ma fille de 10 ans aime beaucoup Aya
tout par Aya cœur, et Nakamura. Pookie, et mes Pookie dans le copines, Pookie dans le side. Alors même moi, alors, je n'aime pas. Moi, j'aurais préféré que ce soit, je sais pas, ou Goldman, parce que je suis dingue de Goldman, ou si on avait dû prendre la chanson française. Donc, c'est ma première réaction, c'est de dire quand même Aya Nakamura. Mais comme je vois, évidemment, tous les FAF, alors là, parce que c'est vraiment, et tous les réacs, toute la droite qui part dans une campagne, on est en train de faire des sondages pour savoir, 62% des Français, supposément, ne voudraient pas qu'Aya Nakamura... Et alors, d'un seul coup, j'ai complètement changé de point de vue. Je défends à fond Aya Nakamura. J'en profite, ne riez pas derrière votre écran, pour écouter Aya Nakamura mieux qu'en fond d'écran ou en fond dans le jardin l'été, avec Titi, les copines. Comment c'est la Pookie dans la slide, là, j'adore. Donc, j'écoute ça, je me dis, bah, c'est quand même vachement bien. Et je suis en train même de me dire que cette femme-là, qui est franco-malienne, qui incarne la France d'aujourd'hui, la France d'aujourd'hui, c'est ça le sujet. Le sujet, c'est du racisme pur, la charge. Une partie de la France d'aujourd'hui. La France d'aujourd'hui, c'est du racisme pur. Moi, je pense que la France est métissée. J'ai travaillé, mon amie, c'est Ségolène Royal. Elle a perdu des points dans sa campagne en faisant tout sur la France métissée. Mais je crois à ça, je crois au métissage. J'ai aucun problème de tout cela. Eh bien, elle est française, Aya Nakamura. C'est un visage de la France. Et je me dis même qu'elle peut même arriver à sortir une prestation hors norme, au sens premier du terme, sur Édith Piaf, comme Catherine Ringer à l'IVG, que j'ai adoré d'ailleurs, qui ne s'est pas laissé avoir par la séduction de Macron et qui nous a sorti... c'était improbable, franchement, Rita Mitsuko, c'est improbable, Catherine Ringer en train de chanter, qui sort sa Marseillaise, et ben, c'était magnifique. Et je me dis, allez, Aya, vas-y, ma poule. Alors, Julien, le mot de la fin te revient sur cette polémique qui ne grandit pas la France et qui fait des ravages, notamment chez les enfants et les adolescents français. Ça les choque, les ados ? Ah oui, les enfants et les intéressant. adolescents français, on va dire de couleur, ont subi des chocs traumatiques lors de l'élection de 2022. Je sais parce que j'en ai, avec les discours de Zemmour. On a pu entendre mon fils, par exemple, qui nous demandait où est-ce qu'on va aller si Zemmour devient président. Et aujourd'hui, ses propos sur Aya Nakamura, puisque c'est aussi de l'ordre du people, ils tendent l'oreille et ils entendent que quelqu'un qui leur ressemble n'est pas français. Bien sûr, et c'est ravageur. C'est très choquant. Mais personne dans ce monde-là ne semble se rendre compte qu'ils sont en train de détruire le tissu social et l'unité nationale. Bah oui, ça nous renvoie. Alors je suis tout à fait d'accord avec ce que disait François sur Aya Nakamura. Moi, j'ai découverte par ma fille qui est préado. Voilà. Et ça m'a interloqué aussi au début parce que je suis pas de la même génération. Et c'est pas mal. Mais voilà. En plus, en réalité, c'est très intéressant ce que fait Aya Nakamura et le travail qu'elle fait sur la langue en particulier intéresse beaucoup les spécialistes de cette formation éminemment vivante qu'est la langue. Et elle est tout à fait représentative d'une partie de la population et du pluralisme qui est celui de la société française. C'est extrêmement choquant, effectivement, de voir cette campagne qui se développe. C'est la négrophobie pure et simple, il faut appeler les choses par leur nom. Aussi du sexisme, certainement. Tout de la négrophobie, je pense. Et c'est effectivement... Le combo négrophobie plus sexisme, c'est quelque chose de lourd. Elle est super belle. C'est effectivement très choquant et grave pour tous les gens. Et alors, bien sûr, les petits d'origine africaine, mais aussi d'autres qui ne sont pas d'origine africaine, qui s'identifient à ce qu'elle fait, qui aiment ce qu'elle fait et qui se retrouvent comme ça un objet de haine. Elle focalise, elle cristallise, comme ça a pu être le cas, par exemple, de Daniel Obono dans un autre secteur à un moment donné. Elle cristallise parce qu'elle porte les traits physiques, voilà. C'est une femme noire et elle porte de quoi cristalliser. Et fière aussi. Et elle est fière, et elle l'assume, et elle a sa propre langue, et elle assume le milieu dont elle vient, et elle parle aux gens qui sont les siens. Et c'est pas seulement aux gens qui sont les siens, mais c'est aussi, il y a des logiques générationnelles de transmission des codes culturels d'un milieu à l'autre parmi les jeunes. Voilà. Tous ces phénomènes-là qui sont assez beaux au fond, qui sont très intéressants, sont salis et sont utilisés effectivement pour essayer. C'est la thématique du racisme qui vient d'en haut, parce que tout ça, c'est quand même des logiques médiatiques. Il y a des gens derrière qui organisent ces sondages. Notamment le groupe Bolloré sur le point de vue médiatique qui y sont allés. Là, on est vraiment dans la problématique que Jacques Rancière a souvent mise en avant, du racisme qui en fait vient d'en haut, qui est
instillée, implantée à des fins de gouvernement. Contre la créolisation, elle est là, la créolisation, c'est pas la peine. Il s'agit de monter les gens les uns contre les autres. Puis en plus, à mon avis, les enfants de la France périphérique qui votent souvent Rassemblement National écoutent tout autant Aya Nakamura que ça me fait penser, les enfants des banlieues. Vous allez dire que je cite beaucoup Arte, mais très beau documentaire sur l'enfer subi. Je ne l'avais pas du tout mesuré parce qu'évidemment, moi, je ne suis pas noire. Je suis blanche en terre blanche comme toi, Julien. Donc, je ne peux pas me mettre à ta place. Par les sœurs Williams et la révolution que ça représente quand les sœurs Williams assument leur négritude, assument de se saper comme elles ont envie de se saper, assument d'être qui elles sont, black jusqu'au bout des ongles, black américaine jusqu'au bout des ongles, et elles gagnent pour la première fois l'US Open, mais avec des crises des joueuses en face, du cinéma, de la rage dans les tribunes, mais à la fin, elles mettent tout le monde à genoux par leur talent, etc. Donc, j'ai envie de dire ça. J'ai envie que Aya Nakamura nous mette tous un peu à genoux avec son talent. C'est pas mal. Merci à vous, Françoise et Julien, d'avoir débattu, même des fois en termes très heurtés. Merci à vous d'avoir regardé cette édition de Sans langue de bois. Restez sur le canal 350 de la Freebox. Et si vous nous regardez sur YouTube, abonnez-vous à notre chaîne, activez la cloche et mettez des petits pouces en l'air. Le média, votre média, ne vit que des abonnements et des dons de celles et ceux qui, comme vous, le regardent et l'aiment. Si vous le pouvez, donnez-nous de la force en allant sur lemediatv.fr/soutien. À plus.